Bonjour, ça va? Super, ça enregistre bien chez vous du coup, c'est bon? Il faut que je continue à parler? Je suis là, je m'appelle Marc, voilà, j'ai 29 ans, et voilà, j'adorerais pouvoir participer à Touche pas à mon poste une fois dans ma vie, parce que j'ai toujours été un grand fan de Cyril Hanouna, et voilà, et j'espérais que vous puissiez me guider, par exemple. Voilà, si c'est possible pour vous, je sais que vous avez des acquaintances avec le showbiz tous les deux, donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que je suis ici. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter de plus sur cette impro un peu nulle. Ouais, bah ça me fait plaisir je vous vois pas du coup puisque vous avez pas de caméra, mais ça me fait plaisir de vous entendre du coup, comme toujours, comme à chaque fois. Et je voulais vous souhaiter la bienvenue du coup dans ce nouveau format, si je puis dire, format où cette fois-ci on parle vraiment de rien du tout. Qu'est-ce que vous devenez depuis le final? Marc, est-ce que faut qu'on se synchronise pour lancer le truc ou... Non, on s'en fout, je me démerderai, t'inquiète pas. Ah d'accord, ok, ça marche. Là, c'est plus en mode détente, y a pas besoin de synchronisation. Vu on aura que deux bandes, la synchronisation elle se fait rapidement, c'est-à-dire que question, réponse, et après c'est marre quoi. C'est Marc. C'est Marc, C'est marre. parce Je crois que qu'on on aime, adore on aime l'humour. toujours Hein. autant Tout à l'humour. fait. C'est Ça, vraiment. on le dit pas assez. Ah bah l'humour c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Oui, est-ce que l'humour a toujours été réellement important d'ailleurs en fait? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Mais d'ailleurs, on se posait la question du sourire la dernière fois, puisque Ouais. voilà, Du sourire et du rire. Ouais. du sourire et du rire, puisqu'on se disait que au départ, le fait de montrer les dents, c'était plutôt un signe agressif, et C'est on vrai, se ça, demandait comment c'était devenu un signe plutôt d'affection et de connivence. On se demandait dans quel contexte ça avait pu briller. Et vous aviez trouvé la réponse ou pas du coup? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Ouais, parce que après il y a sourire et montrer des dents parce que je veux dire tu peux quand tu montes des dents tu fais la gueule quoi quand même généralement non? Je suis pas spécialisé en primates mais les chimpanzés quand ils sourient ou les bonobos quand ils sourient c'est agressif du coup? Bah, je suis pas sûre. Mais... Non. Les chimpanzés, je crois qu'il y a Tu un veux- sourire qui est agressif, un sourire vraiment avec Ouais. les dents qui est agressif, mais Ça ressemble un petit peu, mais je pense que si tu compares deux photos de chimpanzés ou de grands singes, l'une en train de sourire et l'autre vénère, je pense que tu peux faire la différence assez facilement. C'est vrai que c'est assez proche parce que c'est la bouche ouverte avec les dents qui sont montrées, mais on avait une image de ça justement dans l'atelier qu'on fait pour les CPCM là de l'évolution. On a deux photos en fait de chimpanzés, un qui sourit et avec les dents et un autre où il est agressif en montrant les dents. Et c'est vrai que c'est relativement similaire, mais bon, tu fais quand même la différence sur cette image-là en tout cas. Sur cette image, ouais. Ouais. Ouais, parce que ce qui change, c'est peut-être plus que le sourire, c'est ce que tu peux voir dans les yeux, en fait, au final, presque plus. oui, parce c'est le que reste de l'expression qui va c'est jouer, ça ouais. qui va jouer, parce que quand quelqu'un se marre ou quand quelqu'un est heureux, ça se voit plus que sur sa bouche, ça se voit plus dans son regard, en fait, je trouve. Ouais. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui peuvent sourire en ayant l'air méchant, tu vois. C'est ça. Ou ricaner sardoniquement, ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça se voit peut-être plus dans le regard que dans Mais- le sourire. Ouais, on s'était posé la question parce que c'est vraiment un des premiers trucs qui arrive en imitation, en mimétisme chez un bébé, sans même qu'il en soit conscient. En fait, il va se mettre à sourire parce qu'il voit des gens lui sourire, et au bout d'un Ouais. moment, il comprend que que c'est un signe d'affection et que si tu veux que les gens continuent à s'occuper de toi, il y a moyen que leur sourire ça aide. Que le sourire marche bien du coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est quand tu vois un bébé sourire, surtout un bébé dont t'es proche, t'es heureux et t'as envie de lui ressourire en retour et t'as envie de t'occuper de lui quoi aussi. Donc enfin moi j'ai pas d'enfant mais je vois ça marche avec mes neveux et nièces quoi. Quand tu leur souris, t'as l'impression que c'est les gens les plus heureux de la terre après derrière quoi. C'est fou comme ça tient à peu de choses quoi en fait. Voilà, et c'est vrai qu'on se demandait d'où ça venait
cette prédominance du sourire et à un âge en plus aussi jeune, quoi. C'est vraiment devenu un espèce de réflexe, je pense, c'est instinctif, chez notre espèce, mais voilà. Je sais pas trop comment c'est arrivé et comment c'est passé comme ça. Comment s'est passé le moment? Bah, depuis qu'on est des sapiens, de toute façon, on est déjà comme ça, je pense, ça a toujours été Ah le oui, cas. oui, je pense que c'est J'imagine, au donc moins c'est aussi vieux que notre espèce, voire plus. Plus, ouais. Peut-être. Est-ce que l'Australopithèque souriait à ses Ah, ça- enfants ou pas? Moi, je serais tenté de dire que c'est plus vieux. Comme c'est Ouais. un trait de caractère qu'on retrouve aussi chez les autres grands singes. Alors, ils ont pu le développer parallèlement aussi de leur côté après, hein, j'en sais rien. C'est un truc de primate, en fait, plus qu'autre chose. Moi, je serais à ce tenté de niveau-là. dire peut-être que c'est plus vieux, mais bon, après, j'avoue que j'en sais rien du tout. C'est vraiment de la pure spéculation à ce niveau-là. Je me demandais s'il y avait des études qui avaient été faites sur le sujet ou pas. Bah, sans doute, ouais, je pense. J'ai pas regardé, j'avoue. Ah oui, moi, je suis à peu près sûr qu'il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le sourire, je pense. Hein. Mais bon, on lance Oui. des sujets, on n'a pas à bosser dessus, tu vois. Ah non, bah oui, vraiment oui, non, n'importe mais il quoi. y a rien à bosser du tout, de toute façon, hein, on parle de rien du tout. Il y avait pas comment on appelle ça, une théorie quelque chose qui disait que le sourire par allonger l'espérance de vie, mais que à force de t'entraîner à sourire tous les jours, ça finissait par devenir aussi une habitude de juste sourire et que ça renforçait l'idée d'être heureux tout simplement. Oui, Juste en fait, juste sur sourire soi. ou rire, ça libère des endorphines, même si c'est pas un sourire, on va dire, parce que vraiment t'es content, même si à la base, voilà, tu te forces à sourire, ça libère quand même des endorphines et du coup, techniquement, tu es plus content. Tu es plus content parce que tu as souri. C'est quand même incroyable ça de se dire que même en faisant semblant, le corps prend ça pour un truc qui est vrai et va te balancer Ouais, les tu bonnes, mindfuck un peu ton cerveau, quoi. ouais, les bonnes doses. Ouais, c'est ça, tu utilises le cerveau se mindfuck lui-même parce que Ouais, du coup c'est pour ça. faire ça, il faut utiliser ton cerveau pour réfléchir à faire ça et du coup tu baisses, c'est comme si tu baisais ton propre cerveau en fait. C'est ça. C'est c'est un peu bizarre comme allégorie. Est-ce que c'est Mais, de la masturbation, du coup, ou pas Je pense C'est que de la on peut parler de masturbation masturbation. intellectuelle du coup. Ou cognitive. Le niveau ultime de branlette. Mais c'est plus de la branlette physique, c'est que c'est de C'est de la branlette c'est- intellectuelle, quoi, vraiment. c'est de la branlette tantrique quoi en fait Ouais, c'est presque. ça. C'est fantastique comme truc. Un enfant du coup ça sourit dès le début ton bébé s'est mis à sourire ou pas du coup Bah là, ça fait, enfin, on va dire que à partir de, je sais pas, 10 jours, elle commençait à sourire. Alors au début, c'est vraiment pas conscient. C'est Ouais. vraiment des sourires genre quand le bébé est à moitié endormi ou tu vois des trucs comme ça. Et petit à petit, tu vois que ça devient plus conscient et que c'est plus sourire à une personne, sourire en étant réveillé face à quelqu'un. Et puis après, ouais, quand ils grandissent, il y a le rire qui arrive aussi, et puis c'est beaucoup plus lié à des situations, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, ça veut dire que dès le début, même dans l'inconscient, il y a quand même le sourire à travers les rêves dans l'endormissement, quoi, en fait, c'est fou. Ouais. Donc ça veut dire Alors, que ça fait... je me dis Ouais. que c'est peut-être aussi parce que dès la naissance, les bébés, ils voient quand même souvent des gens leur sourire. Ouais. Je sais pas si des bébés nés dans des contextes plus difficiles, qui voient personne leur sourire, ont aussi ce réflexe-là ou moins. Ça, je sais pas trop. Mais j'avais cru, alors je sais plus si c'était vrai ou pas, mais il me semble que c'est une expérience qui avait été faite, mais vraiment dégueulasse. Je sais pas si c'est là du 19e ou début 20e, ça doit être un truc dans ce goût-là, où il y avait des scientifiques qui avaient enfermé des enfants, Oui, des bébés, et dans que un je crois que les orphelinage, infirmières avaient ouais, ordre ça de me dit pas quelque du chose. tout leur sourire ni de leur parler, et ils étaient morts, je crois, du coup. ouais, c'était horrible. J'avais vu cette étude, c'était ignoble. Parce que ça veut dire que si tu souris pas à ton enfant, si tu t'en lui parles pas, si tu lui donnes pas de vecteur social, en fait, il peut juste pas vivre, en fait. Bah en fait, ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui survivraient, mais la plupart se laisseraient mourir parce que s'ils voient qu'il y a personne pour s'occuper d'eux, bah Ouais, il y a pas d'intérêt. Il y a pas d'intérêt, en fait. ouais. Parce que autant Ouais. chez les humains, la volonté de vivre est quand même très importante. Tu vois qu'il y a, enfin, c'est quand même, c'est quand même très 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 présent. Mais justement, ça passe beaucoup par l'émotionnel et par le fait d'avoir un humain qui va s'accrocher à toi et qui va s'occuper de toi parce que quand on est vraiment trop on n'est pas fini, donc on peut vraiment pas du tout s'en sortir tout seul. Ouais. Donc je pense que ça passe par l'émotionnel, le fait de réussir à survivre chez l'humain.
Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'en fait, tu prends un bébé humain, il est capable de rien faire en fait, en vrai, pendant de très très longs mois, quoi. Alors que les autres animaux, ils sont capables de bouger tout de suite, de se balader immédiatement. Nous, on est vraiment. Bah ça, c'est lié à la bipédie justement. C'est lié à la bipédie, ça. Ouais. D'accord. En fait, la bipédie fait qu'on a un bassin qui est plus resserré parce que notre bassin doit soutenir nos viscères au lieu que ce soit nos muscles abdominaux chez les quadrupèdes. Ouais. Et du coup, vu que le bassin est resserré et qu'on est des animaux qui avons une grosse tête, le bébé est obligé de naître prématuré en fait. D'accord. Ah ouais. Normalement, on aurait une gestation beaucoup plus longue que 9 mois. D'accord. Et du coup, on est obligé d'avoir une gestation plus courte parce que sinon le bébé ne pourrait pas sortir. Ah oui, donc en fait, c'est un bébé prématuré qui sort, d'accord. Ouais. D'où le côté qu'il soit avec un tout petit corps, une énorme tête. C'est ça. Ouais, C'est la moitié incroyable. du squelette qui est pas encore. Ouais, le crâne qui est pas encore complètement modelé et tout. Enfin, c'est ouf, je savais pas ça. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que chez les autres grands singes, c'est pas le cas non plus, quoi, vu qu'ils sont pas bipèdes. Ouais, c'est moins le cas chez les autres grands singes parce que ils sont pas complètement bipèdes. Après, je sais pas ce que le côté arboricole peut faire là-dessus, mais en tout cas, ils ont un bassin qui est beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert, donc il y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Parce que justement, pour ce qui est des grands singes et des bébés, je m'étais fait la réflexion. Je trouve qu'un bébé, quand tu le portes, tout de suite, t'as l'impression enfin, moi j'ai cette impression-là d'avoir un espèce de petit bébé singe qui s'agrippe à toi exactement de la même manière que font les bébés primates quand tu les vois avec leurs enfants, quoi. En fait, l'idée de tenir quelque chose qui s'est agrippé en fait presque à toi sur tes épaules, c'est je m'étais fait la réflexion récemment, du coup, pareil, avec ma nièce et mon neveu, de ce côté, de se dire, voilà, en fait, c'est vraiment, on est vraiment on reste des primates, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça, bah dans ça, l'instinct pur, c'est prouvé, en fait, il y a différents réflexes chez le bébé, enfin, vraiment chez le nourrisson, donc, au tout début. Il y a le réflexe de succion pour chercher à téter tout de suite. Et il y a des réflexes de préhension au niveau des mains et au niveau des pieds. C'est-à-dire que si tu vas leur toucher la paume de la main ou la plante des pieds, ils vont agripper tout de suite. Oui, ouais. Et ça, c'est des réflexes innés qui disparaissent petit à petit au bout d'un certain temps. Mais au départ, voilà, c'est ça. Et on pense que pour les réflexes de préhension, c'est dû au fait qu'on était des primates sans doute arboricoles au départ et que il fallait pouvoir s'accrocher à la fourrure de la mère voilà, pour pouvoir tenir. Donc en fait, quand un bébé t'attrape ton doigt, c'est un réflexe du fait qu'il devait se tenir pour pas tomber du haut d'un arbre, en fait. C'est ouf. Ben, ce serait ça, d'accord. Ça change toutes les perspectives quand on se dit ça. Parce qu'en fait, du coup, on trouve ça trop mignon comme geste, mais en fait, c'est juste un simple réflexe de survie, ouais. De survie, en fait, de rester accroché au premier truc qui passe, quoi. Mais bon, la survie peut être mignonne. La survie n'est pas que sang et et chasse. La survie mignonne, c'est ça. Ah, nice. Putain, trop cool. Bah, je savais pas. Vous voyez, vous m'apprenez plein de trucs, là, en fait, on est là pour ça. Dans cette émission. Vous êtes là. Et tu savais tout ça, toi, Ben, du coup Le réflexe de préhension, oui. Ouais. C'était quoi l'autre réflexe Il y a le réflexe de succion. Ah, le réflexe de succion, non, je savais pas, mais ça m'étonne pas. Ouais. Parce que si le bébé il naît et qu'il sait même pas téter, c'est dommage, tu vois. S'il fallait lui apprendre ça aussi, ce serait. Oui, ça serait. Enfin, c'est bien qu'il sache le faire. Je suppose qu'on pourrait lui apprendre, mais c'est bien qu'il sache direct. C'est mieux qu'il ait la volonté de le faire par lui-même. C'est clair. Oui, parce que du coup, c'est un vrai réflexe de survie, quoi, en fait. Ouais. Ça, pour le coup, oui, c'est vraiment la base, quoi. Mais ouais, la bipédie qui modifie notre gestation, ça c'est quelque chose que je trouve assez ouf et j'aime bien. Ben ouais, c'est assez mindfuck, au point que du coup, le temps de gestation est complètement modifié et ça c'est dingue, j'en reviens pas du tout de ça. Donc en fait, ça n'a pas que des avantages du coup en fait d'être bipède. Ah, ça n'a pas du tout que des avantages d'être bipède. Ça a beaucoup de désavantages assez importants et notamment les problèmes liés à la grossesse. Voilà, ça c'est un des gros problèmes, mais il peut y en avoir toutes les complications et la mortalité, le haut taux de mortalité en couche, quoi. Et c'est dû à la bipédie, ça, du coup, alors? D'accord. En partie. En bonne partie, ouais. Et d'accord. Bah, c'est assez intéressant parce que je trouve que ça montre bien que l'évolution est pas toujours non plus dans un sens uniquement positif et que peut y avoir des effets positifs et des effets négatifs à un changement de mode de vie ou à un changement physique.
Et je trouve que c'est un peu pareil avec le passage de chasseur-cueilleur à agriculteur, par exemple. Souvent, on imagine ça comme forcément une avancée positive et quelque chose qui va rendre la vie plus facile, alors qu'en fait, pas que. Et du coup, on se dit que les processus qui mènent à un changement sont beaucoup plus complexes que juste si on fait ça, ça marche mieux. Alors on va tous devenir bipèdes ou tous devenir agriculteurs. C'est parti quoi. Oui, c'est clair que c'est compliqué. En plus, moi je vais parler de ce que je sais parce que j'y connais rien en bébé, mais par contre j'y connais un peu plus de choses en agriculture, enfin en agriculture. Je connais rien en agriculture, mais j'y connais un peu plus de choses en archéo. Mais l'agriculture, personne n'est passé d'un coup, bam, l'humanité n'a pas fait chasseur-collecteur, bam, agriculture, quoi. C'est que t'as quand même eu toute une période où il y avait les deux qui cohabitaient ensemble, quoi. Donc ça montre bien que il y avait des gens qui avaient pas du tout besoin de se lancer dans l'agriculture. C'était pas, c'est juste qu'au final tout le monde est devenu agriculteur, mais peut-être pour d'autres raisons que la survie. C'est ça. Parmi ces raisons, c'est peut-être aussi, après ça c'est mon point de vue à moi, je sais pas si c'est le vrai ou non, mais je pense que si la plupart des gens sont devenus agriculteurs, c'est parce que le modèle sédentaire est aussi peut-être beaucoup plus agressif que le modèle nomade. En tout cas, je suis assez d'accord avec je pense. Avec cette hypothèse personnellement. Je sais pas ce que t'en penses toi, Ben. Le fait que l'agriculture apparemment a été plus ou moins découverte au niveau du croissant fertile, je pense pas que ce soit totalement un hasard. Ce que j'ai découvert assez récemment, et ça, tu vois, assez récemment, ça fait un moment, mais assez tardivement, j'ai découvert que c'est pas la découverte de l'agriculture qui a entraîné la sédentarisation, mais l'inverse. Le fait que des gens se soient posés quelque part et soient devenus pendant un temps sédentaires, et le fait d'avoir été sédentaires, ça leur a permis de découvrir le principe de germination, et donc de comprendre comment fonctionnent les plantes, qu'il y a certaines qui peuvent être domestiquées, quoi, tout simplement. C'est un truc sur lequel on peut avoir une maîtrise. Et du coup, c'est pas du tout une coïncidence si ça s'est fait dans le croissant fertile. On pourrait croire que c'est la fertilité du lieu qui a entraîné la découverte de l'agriculture et la sédentarisation, mais en fait, c'est la fertilité du lieu qui donnait, même sans maîtrise de l'agriculture, un rendement en fait naturellement très important, qui a poussé ces gens à s'installer sur place, et une fois qu'ils y étaient, ils ont continué à faire leur bail. D'ailleurs, c'est assez évocateur parce qu'une bonne partie du croissant fertile, d'ici la fin du néolithique et au début de l'Antiquité, il avait déjà perdu une bonne partie de sa fertilité. Il y a eu une désertification assez incroyable, et pourtant, malgré ça, c'est là-bas que sont nées les premières civilisations, au sens où on l'entend, les premières cités, les premiers États, et ainsi de suite. Ah oui, donc ça montre quand même bien effectivement la dangerosité du système néolithique, de se dire que le croissant fertile très rapidement a été détruit alors que c'était le lieu fertile. Alors je sais pas si cette désertification elle est due à la présence de l'homme, ça je saurais pas dire. Ouais. Mais oui, il y a peut-être des facteurs environnementaux. Je pense qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont rentrés en ligne qui ont eu un impact là-dessus. Mais je trouve ça assez intéressant en fait, moi c'est mon opinion, j'en sais rien, mais moi je vois bien en fait un système qui s'est mis en place d'agriculture et qui a été sans doute très bien au début, très très bien, tu vois, vraiment, je pense que pour ces premières personnes qui sont passées de leur modèle chasseur-cueilleur à ce modèle-là, je pense que ça a eu énormément d'avantages, sauf que c'est un système qui, au bout d'un certain temps, a fini par se tarir un petit peu, et les gens, je pense qu'ils ont juste oublié comment être différemment que ça. Je pense que ils ont continué à être éleveurs, cultivateurs, même si ça a arrêté de donner autant de bienfaits qu'au début, parce qu'ils savaient juste plus comment revenir en arrière. C'est vrai qu'en quelques générations seulement, tu peux oublier, surtout oublier un modèle chasseur-cueilleur qui demande d'avoir une connaissance du milieu vraiment très très forte. Et puis donc ouais, après 2-3 000 ans. Et puis en plus si tu rajoutes là-dessus du coup le problème de l'accumulation de richesses. Alors quand je dis richesse, c'est pas forcément de l'or et des bijoux quoi, c'est juste l'accumulation de différentes ressources. Ouais, et du coup les inégalités, tu peux vite te retrouver bloqué dans un système comme ça. Sans trop savoir comment en sortir. Ouais, c'est-à-dire que du coup, très rapidement, l'humanité s'est retrouvée bloquée dans le principe d'être obligée de continuer à rechercher de la ressource tout le temps sans pouvoir revenir en arrière, en fait. Moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce qu'on est exactement confronté au même problème maintenant à une échelle globale cette fois. C'est-à-dire que ça fait depuis le début du XXe siècle qu'on sait que notre surproduction de gaz à effet de serre va avoir un impact. Et qu'un jour on en paiera les conséquences. Il y a beaucoup de gens qui citent
qui cite le rapport qui a été donné à Le GIEC. ouais, alors le GIEC, mais avant aux États-Unis dans les années 70-80, ça a été donné à Reagan. J'ai oublié le nom de. Enfin, ça fait depuis les années 70-80 qu'on le sait scientifiquement que ça va être la merde. Mais en vrai, les scientifiques s'en doutent depuis déjà le début du XXe siècle. Que ça va créer des problèmes. Et tu vois, pourtant, ça fait 100 ans qu'on est au courant, et pourtant, on est incapable de faire marche arrière. Au contraire. On fait marche avant, quoi. Ouais, on fuit en avant, mais genre vraiment de ouf, quoi. C'est pas très scientifique comme manière de s'exprimer, mais je pense que on voit là où on va en venir. La métaphore, elle est très bonne, parce que du coup, tu continues à accélérer, mais il y a un mur qui arrive en face, quoi. Moi, je vois bien un truc comme ça, tu vois, dans les sociétés néolithiques qui, au bout d'un moment, ont juste pas su comment revenir en arrière, et ça expliquerait pourquoi elles ont gardé ce schéma-là, alors que c'est un schéma qui a accru sans aucun doute les inégalités entre humains, les inégalités entre hommes et femmes aussi, sans aucun doute, sans parler des problèmes d'épidémie et de malnutrition que posaient, enfin bref, tous les problèmes. Je vois bien un truc comme ça, parce que moi, quand je faisais mes visites, je me souviens souvent, je parlais, je disais voilà, il y a les pour et les contre de tous les systèmes, etc. Et les gens, ils étaient assez abasourdis de voir à quel point il y a quand même pas mal de contre, tu vois, à notre système. Oui. Et ils me demandaient mais pourquoi du coup on n'est pas revenu en arrière. Moi généralement j'ai tendance à leur dire ça. Je leur dis que je suis pas sûr, mais d'après les connaissances que j'ai, ça me semble être assez pertinent. On est coincé, quoi, en fait. De penser qu'en fait ces gens ils se sont retrouvés comme nous en fait dans une situation délicate, compliquée, et qu'ils ont jamais été capables de faire marche arrière, quoi. C'est vrai que quand on voit comment à quel point on n'arrive pas à imaginer un autre système, par exemple, que le capitalisme, alors que c'est pas non plus la seule chose qui peut exister, mais on est un peu bloqué là-dedans, alors qu'on voit que c'est pas efficace et que c'est très inégal, etc. Mais on n'arrive pas à imaginer autre chose, et il y a plein de gens qui se disent non, mais il y a que le capitalisme qui peut marcher, et donc c'est vrai que c'est un peu le même. Le même style, ouais, et puis c'est surtout les deux sont surtout aussi très liés, puisque je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais le capitalisme découle quand même probablement directement du néolithique à ce niveau-là. L'idée d'accumulation de richesses, pas forcément des dollars ou de l'argent, mais des terres, des ressources, etc. L'idée de commencer à se placer au-dessus de certaines personnes, l'idée qu'il va y avoir des gens qui vont prendre le contrôle de cités, etc. Tout semble, en tout cas ça c'est mon point de vue, mais tout semble découler de ce moment-là, de ce moment où justement en fait, ce que vous dites, c'est que là on est coincé avec notre système capitaliste, et le parallèle que tu faisais, Benjamin, c'était que au néolithique c'était pareil, les gens étaient coincés avec leur nouveau système de sédentarisation, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait ça fait 10 000 ans qu'on est coincé d'une certaine manière. C'est ça. Tout simplement parce que la voiture, la métaphore de la voiture, on l'a prise il y a 10 000 ans, et au début on a avancé tout doucement, et ça fait effectivement depuis 150 ans qu'on accélère comme des tarés à 300 km/h, mais on a commencé à conduire bien avant ça, en tout cas je pense, je sais pas ce que vous y voyez, mais non, mais si, et puis 10 000 ans en plus ça nous paraît nous énorme vu d'ici, parce que on a l'impression que tout change en quelques générations, même si en fait on est toujours un peu dans le même système. Et alors qu'en fait les chasseurs-cueilleurs, ça a duré pendant des centaines de milliers d'années. Donc c'est vrai que c'est des échelles de temps qui nous paraissent assez ouf. Et tout comme là, notre système actuel, on voit qu'il est pas viable sur des temps mais très très courts. En fait, depuis le néolithique, les 10 000 ans, ça nous paraît long, alors qu'en fait, c'est peut-être juste un système qui est pas très viable et qui est juste une parenthèse entre d'autres choses. Ben ouais, probablement. Parce que 10 000 ans sur l'échelle de l'humanité, c'est que dalle, quoi. Un grain de poussière dans tout ça, et c'est triste de se dire que ça a commencé, comme tu as dit, Benjamin, avec peut-être une très bonne intention de se dire il fait beau ici, on va s'y installer, on va construire la cahute, et puis on va voir ce qui se passe, et puis voilà, mais après tu t'en sors avec... on n'est pas non plus des primitivistes qui sommes en train de balancer de la pseudo-propagande pour dire oui, c'était mieux avant, etc. Comme on a dit, il y a le pour et le contre de tous les systèmes. Et encore, s'ils précipitaient que nous vers notre anéantissement, je dirais c'est notre faute, tu vois, on peut karma, quoi. C'est le karma, tu vois, quelque part, c'est l'équilibre cosmique qui se rétablit. Moi, ce qui me fait vraiment le plus chier, c'est qu'on est en train d'emporter tout le monde avec nous.
C'est-à-dire l'entièreté de la biotope de la planète, c'est ça ? Oui, l'appauvrissement, mais ça date pas d'hier, hein, l'appauvrissement de la vie sur Terre, ça fait un moment qu'on a un impact dessus. Déjà, la mégafaune, oui. Déjà au Paléolithique, on a remarqué que là où il y avait des humains, il y avait tendance à avoir des diminutions assez importantes de la mégafaune. Donc ça date pas d'hier, on le faisait déjà un petit peu au Paléolithique supérieur, alors à des échelles bien moindres que celles d'aujourd'hui, mais rien que pour parler d'élimination systématique de certaines espèces, l'Empire romain, il est responsable en grande partie de la disparition des lions de l'Atlas. Des lions de l'Atlas, en partie des lions d'Europe, également des éléphants dans le Maghreb. Ouais. Enfin, voilà, ça date pas d'hier, quoi, vraiment, ça fait un moment que c'est comme ça. Ouais. L'arrivée des humains en Amérique a l'air d'être corrélée aussi à la disparition de certains très grands mammifères, genre le paresseux géant par exemple, qui avait l'air assez ouf quand même. C'est un paresseux géant, c'est stylé, c'est Sid en fait du coup le paresseux géant. Ouais, mais non, mais c'est un machin qui fait 2 mètres de haut quoi, le paresseux géant. Classe. C'est ouf. Mais justement, j'en viens parce que là vous dites tout ça, c'est vrai que c'est vachement intéressant, mais j'en viens à une idée qui m'effleure parfois à l'esprit de se dire que oui, nous les humains, on a tendance à détruire un peu tout ce qui passe sur notre chemin, et on le fait pas spécialement exprès, mais la Terre, notre planète, elle a déjà subi 5 extinctions de masse, si je ne m'abuse. Là, c'est la 6e qui est en train de se faire. C'est la première fois que c'est une espèce vivante qui est responsable de ça. Et l'autre jour, j'y réfléchissais et je me disais, mais vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, ou si c'est vraiment... Là, on m'en vraiment dans un truc totalement métaphysique. Hein. Et si c'était ça notre fonction, en fait, au final, de base. Parce que les humains, on sert à rien, finalement, à part à détruire des trucs. Alors, pour moi, c'est une question qui est intéressante, mais il faut déjà, effectivement, c'est très métaphysique, il faut déjà partir du principe que les êtres vivants et que toute vie, en fait, a une fonction, a une utilité. Oui, c'est ça. Et ça, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, et c'est vrai que c'est encore un sujet très complexe, parce que c'est difficile de se dire qu'on est là pour rien, et que, globalement... il n'y a pas de sens à la vie. Oui, parce que ça se trouve, c'est vrai que tout ça n'a juste aucun sens aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, du coup, alors, est-ce que, du coup, on a un sens ou pas ? Ça, c'est... je pense qu'on peut trouver une utilité aux espèces dans le sens où elles ont une place dans une niche écologique, c'est-à-dire qu'elles ont leur place, elles ont leur rôle. Oui, voilà, je pensais plus à ça, effectivement, ouais. Ça, oui, ça, je pense que à la base, je pense que, à mon sens, je dirais qu'une espèce qui n'a plus sa place ou plus son utilité dans un biotope quelconque, je pense qu'elle est vouée à disparaître d'une manière ou d'une autre. Oui. Une disparition, c'est long. Ouais, et moi, je pense qu'on est en train de disparaître. Moi, je pense qu'on est en train de disparaître nous-mêmes. C'est un peu un rétablissement de l'équilibre naturel. La nature, de toute façon, elle fonctionne avec un certain équilibre. Je dis pas la nature dans le sens les animaux. Je parle de la nature au sens physique. Oui. S'il y a pas d'équilibre, il peut pas y avoir trop de déséquilibre, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un équilibre, et dès que tu fous le bordel quelque part, ça va se répercuter ailleurs. Oui, c'est ça. Dès que ça se casse la gueule, la balance tourne, et du coup, vu que ça se pète la gueule, ça se rééquilibre, quoi, en fait. Ouais. Je vais peut-être préciser ce qu'on peut entendre par on est en train de disparaître, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez contre-intuitif. En fait, déjà, on est la seule espèce qui reste de notre genre, hein. On est vraiment la seule espèce d'humain qui reste, donc notre diversité génétique est très faible. On a beau être très nombreux, notre diversité génétique est extrêmement faible par rapport à beaucoup d'autres espèces. Du coup, voilà, en plus ça va avec le contexte, hein, une épidémie ou un problème quelconque peut très vite nous rayer de la carte au final. Et puis on survit grâce à notre technologie, parce qu'on a réussi à aller partout sur la planète. Du coup, on n'est plus vraiment dans un écosystème précis, on est un peu nulle part et n'importe où à la fois. Mais du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui fonctionne sur un temps assez court, et que voilà, on va épuiser, on est déjà en train d'épuiser les ressources dont on a besoin. Et associé à ça des problèmes de génétique qui vont arriver tranquillement, et notre espèce va être, à mon avis, plutôt sur le déclin. Après, le déclin d'une espèce, ça peut prendre, encore une fois, très 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 longtemps.
Oui, parce que avant qu'on disparaisse totalement, c'est-à-dire qu'il y ait 100% de l'humanité qui soit rayée de la carte, il va falloir, je pense, un certain temps. Parce que ça va pas être très compliqué de faire effondrer notre civilisation. Ça, je pense que le virus là montre assez relativement bien, le Covid, la très très grande fragilité d'un système qu'on nous présente pourtant comme idéal, fondamental, unique. Quoi, comme unique et fondamental et le meilleur et qui marche le mieux et tout ce qu'on veut. Et là, je pense qu'on commence à se rendre compte assez objectivement que c'est pas vraiment le cas. Ça oui, je pense que notre civilisation, elle va se casser la gueule assez rapidement. Après, l'humanité, avant de disparaître entièrement, il va falloir quelques centaines de milliers d'années. Il va falloir quelques, je pense, un certain temps. Voilà, oui, et puis d'ici là, peut-être même que cette humanité peut aussi très bien évoluer en différentes autres humanités aussi. Hein. Oui. Si jamais effectivement notre système s'effondre, qu'on se retrouve en plein de petits groupes épars sur différents continents sans pouvoir se joindre ni rien, peut-être que du coup chaque humain finira par évoluer de la manière qu'il a d'évoluer de son côté, quoi. Oui, il y aura peut-être de la dérive génétique, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être que le genre homo se renouvellera de lui-même, comme tu as dit, c'est une balance, donc peut-être que là du coup tout se pète la gueule, mais peut-être que ça va se rééquilibrer et que le genre humain sera peut-être à nouveau pluriel d'ici quelques centaines de millions d'années, peut-être, qui sait. Mais ce serait pour le voir. Ce serait cool. On est des bons vieux sapiens, mais ça serait cool dans l'idée. Centaines de millions d'années, ça va être chaud. Ouais, je pense qu'on va pas tenir jusque là. Hein. Non, ça va être tendu. Sauf si on se congèle dans de la carbonite, peut-être qu'on pourra voir ça. Mais bon, ça fera un bon scénar de SF d'être congelé, de se réveiller 100 millions de temps. Tu vois, après, faut qu'il y ait quelqu'un pour te réveiller 100 millions d'années après. Ouais, puis il faut de l'énergie pour te maintenir cryogénisé, quoi qu'il arrive. À mon avis, c'est chaud. À mon avis, c'est très très. Enfin, froid, mais. C'est très très compliqué. C'est sûr. De toute façon, tu parles en centaines de millions d'années. Il faut que je revoie mes classiques, mais si ma mémoire est bonne, dans 1 milliard d'années, quoi qu'il arrive, la Terre sera plus habitable, quoi qu'on fasse. Donc. Oui. 1 milliard d'années. Pourquoi? C'est à cause du soleil, non, c'est ça? Essentiellement du soleil, oui, de l'activité solaire qui va évoluer. Ah oui, ça, et il va se transformer en géante rouge, un truc comme ça. Ouais, ça c'est dans un peu plus longtemps, mais il gagne quand même en pourcentage tous les milliards d'années en termes de luminosité et de chaleur, et il me semble que dans 1 milliard d'années, c'est cuit quoi qu'il arrive. Bon, après, que ça ne nous décourage pas de se dire... C'est marrant de dire comme ça. Après, tu me diras, la Terre n'a que 4,5 milliards d'années, donc il s'est quand même passé pas mal de choses en 4,5 milliards d'années. Oui, et puis il y aura sans doute une forme de vie qui sera adaptée à ça. Je veux dire, à chaque fois, justement, comme tu disais, qu'il y a eu une catastrophe qui a effacé plus de 90% de la vie sur Terre. À chaque fois, ça a permis à un nouveau groupe d'espèces d'évoluer et de devenir un petit peu les boss du game pendant un temps. Donc là, c'est les mammifères qui ont depuis quelques centaines de milliers d'années réussi à sortir du lot. Mais on pourrait avoir je sais pas, des insectes, d'autres choses qui pourraient prendre leur lait et qui seraient beaucoup moins impactés par les nouvelles conditions de vie sur Terre. Oui, clairement. Donc voilà, c'est un peu on se dit un peu que ça sert à rien et que ça n'a aucun sens, mais c'est aussi beau de se dire que voilà, on est là. Après on sera plus là, au bout d'un moment il y aura même plus du tout de choses qui ressemblera à ce qu'on est, mais il y aura quand même d'autres formes de vie et c'est sympa aussi. Oui, ouais, c'est sympa. C'est dommage de pas voir, par contre, mais c'est sympa. Ouais, parce que je veux dire, c'est rigolo d'imaginer. Je crois qu'il y a des artistes, il me semble, j'ai pas les noms en tête, qui avaient essayé d'imaginer un peu les créatures qui pourraient peupler notre planète dans le futur, c'était des dessins qui étaient très très beaux et tout. Faudrait que je retrouve ça. Mais j'ai toujours trouvé ça frustrant il y a deux trucs que je trouve frustrants dans la vie. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais on va se focaliser sur deux. C'est déjà de pas savoir à quoi va ressembler le futur, mais que ce soit le futur de demain ou le futur de dans 1 million d'années. Parce qu'effectivement, s'il y a des créatures trop cool dans le futur, moi j'ai envie de les voir. Bah oui. Et il y a aussi le fait de pas voir ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait déjà des créatures trop cool, et ça aurait été chouette de pouvoir les voir un petit peu, parce que rien que les créatures qui étaient sur Terre il y a 15 000 ans, bah c'était fun quoi. Enfin, je veux dire, c'est classique, hein, un mammouth c'est un éléphant avec des poils, mais c'est quand même classe. Ça reste quand même classe. Mais même avant ça, enfin je veux dire, t'as des... Un mégacéros, c'est beau gosse quand même. Voilà, un mégacéros c'est stylé, ou même juste l'espèce de, je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau géant par exemple, c'est un oiseau de terreur je crois, ça devait être hyper classe.
Bon, peut-être pas à l'avoir en face de soi non plus, mais ça devait être hyper stylé. Enfin, mais si on pouvait, on t'offrirait une machine à voyager dans le temps pour ton anniversaire, hein, mais... Ah, trop bien, merci. J'adorerais pouvoir voyager dans le temps oui. sans avoir à impacter le temps lui-même, tu vois. C'est genre vraiment juste les machines de voyage dans le temps de tourisme. Mais à la limite, juste, à la limite, ne serait-ce que juste un écran où tu peux voir, ouais, voilà, c'est sans ça. forcément y aller, quoi, juste observer. Tu peux te brancher sur n'importe quelle époque et regarder. Tu choisis un canal, tu mets bon voilà, je veux voir ce qui s'est passé il y a 7 millions d'années ici, et hop, pouf, tu sais quoi. Ça serait cool. Ça serait hyper classe. Et pas de paradoxe comme ça en plus. Ben voilà, c'est ça, parce que le problème des voyages dans le temps, c'est que t'as toujours on fait toujours de la merde qui font chier. Mais là, avec une machine comme ça, bah t'as pas de paradoxe. Ça serait du génie, quoi. Bon bah on va s'y mettre, on va essayer de fabriquer ça. On essaie de fabriquer ça pendant le confinement, du coup. Ouais, allez. Je crois qu'il y a de la levure. On a tous des super compétences en physique-chimie en plus, donc c'est parfait. De la levure, une pomme de terre. Et en plus, les magasins de bricolage restent ouverts, donc je pense qu'on peut s'en sortir. Ah, bah voilà, c'est fantastique. Que demander de plus? Nice. Ça vous déprime pas un peu, des fois, quand même, de savoir ce genre de choses? Pas au point que ça me déprime, je pense, mais moi, j'ai toujours l'impression d'être... de balancer entre Enfin, je sais pas, je suis pessimiste, optimiste en fait à la fois parce que effectivement le fait de savoir ces trucs-là, ça te donne un côté très on va tous crever, la vie ne vaut rien et ça peut foutre les boules. Mais d'un autre côté, je suis quand même optimiste. Je sais pas pourquoi, genre juste je suis mais ça va quand même. Donc ouais, il y a un espèce de mélange très bizarre dans ma tête, mais ça va. Ouais. Moi je m'en sors pour l'instant. Et toi Ben? Moi, je suis très très pessimiste, hein, ça clairement. Déjà parce que j'ai toujours déjà parce que j'ai toujours été assez pessimiste de nature, mais je suis de manière générale très très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Mais bon, c'est une forme de rationalité presque en fait, d'une certaine manière, plus que de... C'est je ça. sais pas, j'en sais rien, je pense que c'est la grosse misère. Et je pense que plus ça va être la grosse misère et plus on va essayer de se mettre des œillères pour faire semblant qu'il n'y ait pas de grosse misère, comme les enfants qui se bouchent les oreilles et qui crient très fort, là, il se passe rien. Tu vois, je t'entends pas, si je t'entends pas et que je te vois pas, t'existes pas, enfin, c'est... Ouais, alors que moi j'ai quand même confiance en une partie des humains et je me dis que ça va prendre longtemps, on le verra peut-être pas, mais qu'il y a toujours, enfin, on est quand même bien des merdes et il y a moyen que ça se passe bien au bout du compte, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça se passe différemment. Ça change. Il y a des choses qui changent au bout d'un moment. C'est long, mais il y a des choses qui changent. C'est la différence, je pense, fondamentale entre nous. Même si tu le vois pas, c'est pas grave, quoi. Et toi, Marc? Moi je suis un peu comme je suis un mix de vous deux, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très pessimiste de base, donc je tournerai un peu comme Ben, et de temps en temps j'ai des montées d'optimisme où je me dis que en fait les humains sont des gens cool et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal si tous les gens cool et sympas se mettent ensemble pour s'en sortir. Parce que j'ai tendance à pas croire en cet idéal un peu, mais je crois qu'on en avait déjà discuté avec Benjamin, il me semble. Cet idéal un peu bizarre de se dire que l'homme est un loup pour l'homme, parce que souvent c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est sur ça qu'est basé le principe du capitalisme, de dire que bah là, les humains sont faits pour dominer d'autres humains, etc. Alors que je suis persuadé que ça n'est pas le cas. Les humains sont des animaux qui sont sociaux et qui se rassemblent entre eux, et que l'entraide, ça fait partie du principe d'être un humain. Et je suis persuadé que quand on sera débarrassé du système dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, on aura tendance peut-être à s'être débarrassé aussi des gens qui sont malfaisants, on va dire, et qui dirigent le monde, d'une certaine manière. Et quand on n'aura plus de psychopathes pour nous gouverner, bah peut-être que les gens se remettront à créer du lien social qui sera de meilleure qualité et beaucoup moins toxique, à la fois pour eux et à la fois pour le reste de la planète, de l'humanité, de tout ça. Mais en même temps, je peux m'empêcher d'être aussi extrêmement pessimiste et de me dire que bon bah voilà, c'est quand même la merde depuis un certain temps et qu'on fait rien et que voilà quoi. Donc je suis partagé entre les deux. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même bien réussi leur coup, dans le sens où ils ont réussi un petit peu à plier la réalité scientifique de l'évolution pour qu'elle corresponde à notre système qui est clairement un système économique de prédation. Ouais. C'est cette fameuse histoire, tu demandes à 10 personnes c'est quoi l'évolution, il y en a je pense bien 8 ou 9 sur 10 qui vont te répondre que c'est la loi du plus fort.
La loi de la nature, c'est la loi du plus fort, c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus fort qui survit. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'est pas le cas. Il y a de la compétition dans le milieu naturel. Cette compétition, elle est très souvent, dans la majeure partie des cas, sexuelle. C'est-à-dire, c'est de la compétition pour se reproduire. Mais bon, c'est pas de la compétition pour la prédation. Il y a de la prédation, oui, bien sûr. Il y a des proies, il y a des. Sinon, il y aurait que des prédateurs, en fait, si c'était la loi du plus fort. Oui, clairement. Il y aurait plus d'herbivores depuis longtemps. Et du coup, il y aurait plus de carnivores. Ça n'a pas de sens, en fait. L'évolution et la survie des espèces, elle est, je pense, beaucoup plus basée sur l'entraide que sur la compétition, même si c'est vrai qu'il y en a un petit peu. Bien sûr. Et c'est le fait de faire croire que ce capitalisme prédateur à l'extrême et je pense que ça c'est un des trucs les plus dangereux, c'est de faire penser que c'est que c'est naturel, oui, que ça découle logiquement et que c'est inné, alors que ça n'est pas du tout le cas. Ouais. Et c'est cette mentalité prédatrice qui, à mon avis, va être impossible à effacer, enfin, ou alors infiniment compliqué. Tu penses que ça va être si dur que ça? Parce que je veux dire, t'as quand même de plus en plus, enfin, après c'est que nous on est bercé là-dedans aussi, mais je veux dire, t'as des études qui montrent que ce n'est pas le cas et que c'est pas vrai et que. Ouais, mais il y a des études qui montrent que fumer ça donne le cancer et pourtant tout le monde le fait encore, tu vois ce que je veux dire, c'est. Non, mais c'est pour ça que moi, quand je suis optimiste, je dis que ça prend du temps. Ça va prendre du temps, et je sais, et le truc, c'est que ça va se faire par un des seuls moyens pour que ça se fasse correctement, cette transition de mentalité, c'est par l'éducation. Donc, tant que l'éducation, elle sera aux mains des régimes capitalistes et concurrentiels et prédateurs comme ceux qu'on a, ça va pas changer très vite, quoi, malheureusement. Ah, mais de toute façon, faut pas s'attendre à avoir. Moi, je m'attends pas à avoir connaître ce changement-là. Hein. Oui. Je pense par contre que nous, notre génération, on va connaître clairement la fin de notre système. Oui, déjà ça peut être voilà, ça va pas être sympa parce que ça va être la merde, mais d'un autre côté, ça va être autre chose. Et ça c'est cool. Là, il se passe des trucs et il va se passer des trucs. Mais par contre, ce qui va se passer après, ça on sait pas. Et peut-être que ça se passera mieux. Souvent c'est ce que je disais moi aussi à mes fins de visite. Je parlais du fameux retour à l'âge de pierre que tout le monde voit comme quelque chose de négatif si la civilisation s'effondre, etc. Et que c'est atroce de retourner à l'âge de pierre, au Moyen-Âge, etc. À l'âge des cavernes. Que des choses que j'adore parce que c'est des clichés sur pattes ambulants, que ce soit le Moyen-Âge qui est une des périodes qui était en fait vraiment les plus cool de ces dernières années en fait, hein, et la préhistoire qui est déjà beaucoup trop large pour qu'on puisse juste parler de préhistoire. On s'est complètement con de dire ça. Et ouais, l'idée que oui, on retourne à un effondrement civilisationnel, mais qu'après on se retrouve en petite communauté chacun de notre côté sans se faire chier les uns les autres. Peut-être que nous on le vivra pas, on le connaîtra pas, mais peut-être que d'instinct ça se fera et qu'en fait on sera plus là pour le dire aux gens que c'était finalement la bonne idée, mais je pense que ce serait la meilleure idée possible pour que l'humanité et donc du coup de fait la planète s'en sorte aussi, quoi. Enfin la planète, le biotope, parce que la Terre elle s'en bat les couilles, mais oui. notre biotope à nous, quoi. Elle, c'est comme aller chez le coiffeur, quoi. Je suis plutôt optimiste aussi dans la mesure où certes on va faire énormément de dégâts. Il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître alors que sans nous elles auraient pu continuer sans problème. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me permet de dire que ça aussi, c'est un truc, moi ça me saoule quand je vois les gens qui citent les extinctions naturelles pour justifier ce qu'on est en train de faire et tout. Donc oui, il y a des extinctions qui sont naturelles, mais il y a un rythme d'extinction qui est naturel et il y a un rythme qui l'est pas du tout. Enfin bref, et ça c'est vraiment ça me saoule. C'est débile, surtout que si ton biotope il meurt, tu meurs avec. Donc oui, je sais bien. Mais c'est pour ça. T'es assis sur une branche, tu l'assis. Non, mais moi, je suis assez optimiste dans le sens où la vie, elle a perduré avec des catastrophes qui ont été a priori plus violentes que celles qu'on est en train de faire, donc je m'en fais pas. Mais est-ce que c'est une raison pour continuer à faire de la merde? Non, je pense pas. Non, parce que nous, on est des organismes extrêmement complexes et on a besoin d'un équilibre. Ouais, très complexe et donc très fragile. T'as raison de le souligner. Oui, la vie, elle va survivre, bien sûr, mais nous. Les bactéries, elles vont survivre sans problème. Donc je m'en fais pas trop. Toujours un chemin pour citer un certain. Si on fait une extinction de masse, là, t'attends 30 millions d'années, ça repart. Je veux dire, c'est voilà. Mais c'est un peu une mentalité d'après moi le déluge, tu vois. C'est vraiment. Et ouais. Voilà, c'est de l'hédonisme. Ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment de l'hédonisme pur.
Là, on profite comme des bâtards, et puis on s'en fiche finalement pas mal de ce qui arrivera à ceux qui vont être là après nous. Et ça, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste parce que surtout quand t'as... Bon, on va revenir au sujet du début, mais surtout quand t'as... C'est triste de faire ça, je trouve, de la part des gens qui sont puissants, parce que c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui se doivent de transmettre un futur qui est positif, quoi. Donc, ouais, mais peut-être que les puissants et les riches, ils se disent que leur puissance et leur richesse va peut-être les permettre de leur servir de bouclier face à ces changements qui vont arriver. Je sais pas s'ils sont aussi naïfs, parce que ça ne marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça. Parce qu'une fois que t'auras plus d'argent pour payer tes gardes du corps, ils vont te flinguer et ils vont prendre ce qui reste, quoi. Je serai garde du corps, je ferai ça, quoi. Donc, on aura fait passer la valeur de la monnaie de 1 à 0. Voilà, c'est ça. C'est comme dans Rick et Morty, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un moment, bien sûr, il y a un moment où... Tu as totalement trouvé mes références. Merde. Ah, mais elle est parfaite, cette référence. L'Empire s'effondre à partir du moment où la monnaie n'existe plus, quoi. Donc c'est absurde. Enfin, en tout cas, je sais pas s'ils raisonnent comme ça ou pas, hein, ou c'est juste s'ils s'en battent les couilles, mais Moi, je pense qu'ils raisonnent à très court terme. Oui, bien sûr. Ils raisonnent sur eux-mêmes et sur voilà, le profit qu'ils peuvent se faire. Vraiment, même pas sur l'échelle d'une vie, sur l'échelle de... Le profit et la croissance, c'est devenu une espèce de dogme, en fait, tu vois, tu vois bien les gens qui remettent en cause ces grands principes dès qu'on les évoque dans les grands médias, etc. Ils sont souvent tournés assez rapidement en ridicule. Ah oui, clairement. Ouais. Oui, mais t'as pas le droit de te dresser contre le capital, en fait. C'est pas possible. C'est la nouvelle, encore c'est pas si nouveau que ça, c'est la religion de notre époque, quoi, et qui est vraiment perfide en plus, parce qu'on vit dans un monde où tout se sait, tout se voit, tout se sent, et tu peux... Je trouve ça assez incroyable que ce capitalisme débridé et que cette prédation entre humains, elle est née, alors elle est pas née que dans notre civilisation occidentale, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, elle est présente plein d'autres endroits, mais pour nous occidentaux, je trouve ça assez fantastique qu'on parte quand même d'une civilisation qui est basée sur la religion chrétienne, qui quand même est fondamentalement pas capitaliste. Oui, qui est fondamentalement plutôt fondée sur l'entraide, sur l'amour, etc. Moi, je suis assez d'accord avec plein d'enseignements bibliques je veux dire, merde, quand tu lis, et pourtant j'y connais vraiment pas grand-chose, hein, mais le peu que je connais de la Bible, très sincèrement, c'est plutôt des choses qui sont très positives, et j'arrive à me dire, mais putain, on a quand même réussi à prendre ces enseignements-là et à les tordre pour faire naître des c'est systèmes parce qui que sont c'est le Nouveau Testament qui est très positif, en fait. Ouais, l'Ancien Testament, il est chaud un peu. L'Ancien Testament, enfin, je veux dire, je l'ai pas lu. C'est violent. On prend plus de météorites sur la gueule, quoi. Donc Dieu, il est méchant, hein, dans l'Ancien Testament. De toute façon, oui, l'Ancien Testament, c'est... Genre, Abraham, prends ton fils et va le buter pour moi. Et ok, d'accord, ok, je le fais. Ah mais non, c'était une blague, le fais pas. Le fais pas, je déconne, ça va. C'était un prank, il y avait une caméra là et là. Ouais, d'accord, ça fait sens. Non, mais c'est clair que ça a été... Enfin, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est vrai que le Nouveau Testament projette quand même un discours qui est censé être positif, tourné autour de l'amour, de la personne, etc., d'un mec qui meurt pour racheter les péchés de l'humanité tout entière, et que malgré ça, tu peux pas t'empêcher de faire un parallèle gigantesque entre les civilisations judéo-chrétiennes et le principe même du capitalisme. Alors ça se tord énormément. C'est plutôt la faute des protestants, hein, le capitalisme. Ouais, c'est ça, avec les protestants, l'éthique protestante de Max Weber et l'esprit du capitalisme, mais même rien qu'aussi avant l'arrivée du protestantisme, je veux dire, sur toute la durée je veux dire, quand tu sais pourquoi est-ce que les prêtres ont pas le droit de se marier, et que tu sais que c'est pas une raison religieuse, mais que c'est une raison économique qui fait ça, tu te dis qu'il y a clairement un souci, c'est parce que je vais l'expliquer aussi, parce que je sais pas si vous le savez, ou si les auditeurs le savent, mais le principe du non-mariage chez les prêtres, c'est une des réformes grégoriennes du Moyen-Âge qui fait que du coup, avant, quand tu pouvais te marier, forcément, tu peux avoir des enfants, donc forcément, c'est tes enfants qui vont hériter de tes richesses, donc de tes terres, et donc du coup, ça fait des terres en moins pour l'église. Donc par contre, si le prêtre ne se marie pas, du coup, une fois qu'il est mort, même s'il a eu des enfants bâtards, ça marche pas, donc du coup, les terres reviennent à l'église, et elle continue à gagner de la thunasse. Ouais, il y a une déformation complètement du truc, et pourtant les deux sont intimement liés, le capitalisme et les grandes religions monothéistes, quoi. Après, si je peux me permettre, non, juste pour faire une petite clarification, parce que je pense que là, on peut quand même nous baiser au moins là-dessus sans trop de problème. Parce qu'on parle beaucoup de capitalisme
et on le fait sans doute un petit peu à tort et à travers certaines fois, parce que les formes de commerce du Moyen-Âge, et notamment de la période que t'évoques, c'est techniquement pas du capitalisme. Non, bien sûr, non. Mais moi, du coup, c'est vrai que je m'en sers un petit peu à tort et à travers de ce mot-là, et par là, j'entends l'éthique en fait, ces principes de prédation, quoi, sur les autres, que ce soit économique ou guerrier. C'est vrai que c'est devenu dans ma bouche une espèce de terme assez négatif qui correspond pas à une réalité. Mais parce que le capitalisme descend aussi de ces mentalités-là. Enfin, je veux dire, il sort pas de nulle part, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Si je dis pas de conneries, alors je suis un de mes vieux cours, mais c'est Adam Smith qui est derrière le principe même de la fameuse main invisible et du capitalisme. Alors après, je me souviens plus vraiment de comment ça se passe réellement, parce que mes cours d'économie sont très très loin. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Le capitalisme d'État. Ouais, moi sur la plus. page de capitalisme, avant 19e siècle. C'est hollandais le capitalisme à la base. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on expliquait qu'on faisait remonter ça un peu au néolithique, et voilà, c'est tout ce concept global que nous, un peu à tort, on va rassembler sous le terme de capitalisme, parce qu'on n'a pas vraiment de terme qui définit tout ça depuis 10 000 ans. Oui, parce que le capitalisme agressif tel on l'a aujourd'hui en 2020 est le descendant finalement de toutes ces formes-là de prédation, comme t'as dit Ben avant, en fait. C'est ça. C'est la forme moderne de tout ça. C'est juste qu'on lui a donné un joli petit nom parce qu'il fallait qu'il en ait un, quoi. Mais ses grands frères n'en ont pas. Si t'es intéressé par ce genre de choses, l'émergence du capitalisme au sens où on l'entend au niveau des Provinces-Unies, dans les actuels Pays-Bas, c'est une histoire qui est assez fascinante. D'accord. C'est une horreur, enfin ça a entraîné un système qui est assez horrible, mais c'est assez fascinant. Je suis en train de lire un bouquin justement là-dessus, donc c'est vraiment assez intéressant de comprendre en tout cas pourquoi ça a émergé comme ça, et pourquoi cet endroit-là, pourquoi cette époque-là, et ainsi de suite. T'as le nom du bouquin du coup, Ben ? Alors c'est pas du tout un bouquin qui est spécialisé là-dessus, mais là il s'avère que ça en parle au passage où j'en suis. C'est parce que j'ai ma Kindle qui est là sous la main. Mon Dieu, il a cité une marque. Oui. Merde, faut en citer d'autres du coup. Kobo. Et liseuse discount. C'est ça. Et toutes les autres liseuses du monde. Toutes les autres liseuses. Alors le bouquin, c'est l'épopée sibérienne. D'accord. La Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord. Ah mais oui, mais c'est le bouquin dont tu m'avais parlé, Oui. qui parle de la conquête de l'Est. Très intéressant, et qui parle de cette période charnière en fait du début XVIe siècle, où en fait il y a Oui, c'est vachement intéressant. avec notamment la découverte du Nouveau Monde, le commerce qui se développe au niveau quasi mondial à ce moment-là. Il parle justement du retrait progressif en fait des souverains dans la vie de la vie marchande, et c'est là en fait que les grandes familles marchandes, que les grandes compagnies, C'est le début des corporations en fait. les grandes corporations marchandes vont commencer à naître, où on va commencer à mutualiser les risques en s'associant en fait pour faire de grandes expéditions, ouvrir des nouveaux comptoirs commerciaux, des nouvelles routes, chercher de nouveaux produits et ainsi de suite. Et c'est ce passage-là en tout cas qui traite justement de l'émergence de ce commerce mondialisé est très fascinante, et elle parle en fait des Pays-Bas comme à l'époque, enfin l'actuel Pays-Bas, les Provinces-Unies, comme la plateforme vraiment de ce commerce. Tournante, quoi, de ce commerce, ouais. L'épicentre du commerce mondialisé à ce moment-là. D'accord. Et en fait, les Pays-Bas, comme ils ont pas vraiment de terre, entre guillemets, ou alors très peu. Oui, ils sont obligés d'être dans un principe de commerce. C'est vraiment un territoire qui, en termes de superficie, est négligeable. Et donc, clairement, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu en bossant énormément sur ce commerce. En fait, en ouvrant des routes commerciales, et en faisant ça, ils ont pu obtenir peut-être pas des monopolies, mais des avantages assez conséquents sur le commerce, ce qui a fait que leurs marchands se sont enrichis très rapidement, et en s'enrichissant, en fait, ils ont acquis pas mal de capitaux qu'ils ont pu ensuite faire fructifier, en fait, et de devenir en partie les créanciers de nombreux autres marchands, et même de souverains. De souverains, ouais. Ouais. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde la religion dominante des Provinces-Unies, si je ne m'abuse, c'est la religion protestante. C'est le protestantisme, de ouf, hein.
complètement. Ah oui, Et, ils ont fait des sales guerres contre les Espagnols en Flandre à cause de ça. Ouais, les guerres des Flandres, c'est assez impressionnant. Puis c'est les Hollandais Guerre aussi qui a duré 80 ans, si je me ils souviens confondaient bien. New York, parce que c'était New Amsterdam au début. Enfin, t'as c'est les darons un petit peu de tout ça, quoi, au final. Bon, ils ont été rapidement remplacés par l'Angleterre au 19e, mais... Et pendant longtemps, hein, jusqu'au bien 18e, fin 18e siècle, les mecs, c'était les tauliers, quoi, au niveau du commerce, Provinces-Unies. Ouais, c'est vachement intéressant, en tout cas. Et bah, dis donc. Bah, écoutez, vous avez encore des choses à raconter ou pas? Bah, écoute... non, je pense pas. C'est pas mal, hein. On part du sourire pour arriver Pour arriver aux Provinces-Unies, ça me semble... Aux Provinces-Unies, c'est pas mal. C'est un beau cheminement de pensée. Oui, exactement, je suis assez d'accord. On aurait pu enchaîner sur l'art flamand du XVIIe siècle, mais j'y connais pas. Vraiment, ça va être compliqué. Vraiment, c'est... Là, ça donne envie de savoir des choses sur l'art flamand du XVIIe siècle, du coup, maintenant, Ben. Bah, c'est hyper intéressant, en fait, la Renaissance flamande, l'art flamand de la Renaissance est à mon sens, est plus intéressant que l'art italien. Il vous en parlera au prochain épisode. Maintenant, j'ai envie de savoir, du coup. Sans déconner, très rapidement, du coup, pourquoi, du coup, Ben? Je saurais pas expliquer vraiment pourquoi. En plus, mes connaissances en histoire de l'art, elles sont vraiment très limitées. Donc ça, c'est un sujet que je vais éviter autant que possible. Mais le peu d'œuvres que j'ai vues, en fait, et que j'ai pu comparer, j'ai vraiment... moi, l'art italien de la Renaissance, ça me sort par les yeux, quoi. C'est plus un ressenti, en fait, du coup, que tu as vis-à-vis de l'art flamand, que tu préfères vis-à-vis de l'art italien, quoi, en fait. C'est plus une sensibilité qui te plaît plus. C'est plus une sensibilité, oui, je dirais, qu'un avis qui a été vraiment mûri et qui est basé sur des appréciations. Parce qu'après, l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'autres choses que la vie bien qu'on sûr. a chacun, quoi. Donc, Non, mais bien sûr, je dis pas que c'est nul. Je dis juste, moi, c'est vraiment, je préfère. Moi, je trouve, j'avais une préférence largement sur l'art flamand que l'art italien. Mais bon, après, voilà, c'est personnel. D'accord. Eh ben, ok. Moi, je connaissais pas du tout l'art, je connais pas du tout l'art flamand, donc tu me donnes envie de me renseigner dessus. Bon bah écoutez, merci du coup pour votre participation à ce petit épisode sympa. Alors si je peux juste, s'il y a jamais il y a des auditeurs qui cherchent des bouquins à lire, je sais que maintenant c'est assez, voilà, c'est un écrivain qui est assez connu, mais ça m'y a fait penser plusieurs thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc j'invite les gens, s'ils ont envie, à aller explorer les quelques livres d'Alain Damasio. Parce que en plus là, quand on a bien le temps de s'y mettre en restant chez soi, ça peut être cool. Que ce soit pour le côté science-fiction et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment on peut créer des communautés un peu anarchistes qui fonctionnent très bien. Et puis même pour le côté filiation, avec son dernier livre Les Furtifs, où il y a quand même une histoire entre parents et enfants qui est assez intéressante. Donc voilà. C'est lui qui a fait la Horde du Contrevent, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a la Horde du Contrevent, il y a la Zone du Dehors qui est beaucoup plus axée justement groupement anarchiste et un peu révolutionnaire. Ouais. Et puis Les Furtifs qui est un mélange entre le capitalisme à outrance qui va aller jusqu'à racheter des villes. Dans ce bouquin, la ville de Orange a été rachetée par Orange, par exemple. Oh, c'est fantastique. Voilà. Et puis en même temps une histoire familiale là-dedans qui est super aussi. Donc voilà, c'est vraiment un écrivain. À une anecdote qui est toute conne, mais il faut absolument que j'en parle. C'est que quand j'étais petit, j'étais persuadé qu'il y avait un lien entre Orange et la ville d'Orange. Mais, voilà. Alors puisque Lila s'est permis de conseiller mais vas-y Ben, vas-y, je vais faire la même chose et en fait c'est un bouquin dont j'ai déjà parlé et j'en parlerai jamais assez parce que c'est la trilogie qui m'a permis de me repolitiser au sens de me recréer une conscience politique et collective. Oui, parce que d'ailleurs à ce propos-là, j'ai monté justement il y a peu l'épisode où tu parles de ce bouquin-là et en fait à aucun moment donné dans cet épisode tu nous donnes le nom du livre et du coup c'est l'occasion de faire amende honorable et de le suspense va enfin s'arrêter. Les titres des bouquins sont très simples. C'est une trilogie qui a été écrite par Kim Stanley Robinson.
Le premier tome c'est Mars la rouge, le second c'est Mars la bleue et le troisième c'est Mars la verte. D'accord. Et C'est la trilogie de une Mars qui t'a repolitisé du coup alors. Ouais, c'est une épopée assez formidable en fait qui retranspose énormément de nos problématiques bien qu'on a en ce moment sur Terre et à laquelle on doit faire face tout en fait en le transposant sur la colonisation de Mars tout simplement, ce qui permet de poser les problèmes politiques, économiques, sociaux, scientifiques, enfin tout. Mais ce mec, enfin franchement, je le dirai jamais assez, mais cette trilogie, elle est vraiment formidable. C'est, je pense, le meilleur bouquin de science-fiction que j'ai lu et très potentiellement le meilleur que j'ai lu tout court. C'est vraiment génial. Franchement, je pense pas qu'on puisse sortir d'une lecture comme ça sans se dire qu'il y avait un avant et un après. Je pense que c'est à ce niveau-là, tu vois, Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, je pense qu'il y a un avant, enfin en tout cas pour moi c'est sûr, il y a eu un avant. Ça t'a transcendé quoi en fait. La lecture de ce bouquin t'a transcendé en fait. J'étais pas le même en sortant de la lecture qu'en y étant rentré. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut prendre la mesure aussi d'une œuvre et de son impact. Ouais, je pense que si tu lis un bouquin et que t'en es ressorti plus ou moins le même qu'avant, je dis pas que ça a servi à rien, t'as sans doute passé un bon moment. T'as passé un bon moment, mais ça a pas été une lecture édifiante. C'est pas du temps perdu pour autant, mais... C'est la différence entre un livre qui va te divertir tout en étant très bien écrit ou pour t'apporter des choses, et un livre qui te transcende par les mots qu'il t'apporte et par le discours qui te donne, en fait. Voilà. Après, sachez-le, si quelqu'un est tenté de le lire, c'est pas le genre de bouquin avant de le lire t'éteins ton cerveau, tu vois, c'est là je crois que tout ce qu'on a recommandé vaut mieux avoir le cerveau allumé quand tu te mets à lire parce que c'est assez dense c'est assez dense. Soyons honnêtes, c'est assez dense. Ouais, c'est 3 gros tomes quoi. Et c'est ce que tu disais, tu l'avais évoqué quand tu parlais de Hard Science d'ailleurs, la trilogie de Mars, donc faut s'accrocher pour ce qui est de comprendre aussi les thématiques qui sont abordées en termes de sciences qu'on ne connaît pas. Parce que autant tu disais, je me souviens dans mes souvenirs que ça parlait de sociologie, d'histoire ou ce genre de choses, donc c'est des choses qui, en tout cas de mon point de vue, sont abordables. Mais par contre, tout ce qui est à côté, tout ce qui est sciences dures, je serais incapable de... Après, moi, très sincèrement, les passages où ça traite de biologie et de géologie, notamment, je connais très mal. Ouais. Et j'ai pas trouvé ça chiant, au contraire, j'ai trouvé ça assez formidable qu'on puisse... moi, je me suis laissé emporter, notamment quand il te fait la description des décors de Mars, des étendues martiennes. C'est compliqué, mais putain, moi personnellement, c'est des moments que j'ai appréciés comme des pauses, tu vois, presque des pauses poétiques entre des passages un petit peu plus denses au niveau narratif, tu vois, c'était vraiment des et même si tu comprends pas tous les mots, c'est pas grave, tu te laisses emporter, t'imagines Mars. Moi, j'ai trouvé ça assez magique, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme des longueurs, moi je considère ça un petit peu comme le silence qu'il y a entre les notes de musique d'une composition, quoi. C'est aussi nécessaire que... C'est une métaphore qui est géniale, ça. C'est aussi nécessaire que les notes elles-mêmes, sans quoi il y aurait rien, tu vois. Je le vois vraiment comme ça, personnellement, mais... C'est une respiration. En musique, on appelle ça une respiration. Dans ce cas, une respiration, oui. Quand tu fais une respiration ou un silence, c'est utile. T'as besoin de silence pour pouvoir déjà te reposer de ce que t'as... Bon, je parle en termes de musique, mais de ce que tu as entendu pour pouvoir ensuite accéder à autre chose derrière. Donc oui, c'est sûr, en littérature, c'est pareil. Tu l'as lu, toi, du coup, Lila, la trilogie de Mars? Non, je l'ai pas lu, mais faudrait que je m'y mette un moment. Mais bon, faudrait que je me cale un moment. Oui. T'as d'autres chats à fouetter, peut-être en ce moment, peut-être dans quelques années, je m'y mettrai. Dans 18 ans. Voilà, à peu près. Merci pour vos 2 conseils de lecture, du coup, c'est gentil d'avoir pensé à en donner, parce que moi j'ai pas du tout sinon, qu'est-ce que je pourrais conseiller à lire? Rien, je lis The Witcher en ce moment, l'intégrale, j'en suis au tome 5. Tu vois, typiquement on en parlait de ça, The Witcher c'est pas un livre où quand je vais ressortir subjugué par ce que j'ai lu. Non, mais c'est bien aussi voilà, c'est ça, c'est bien, ça fait passer le temps, je lis ça le soir, donc du coup comme ça je m'endors en étant voilà, sans avoir eu mon cerveau qui fume, c'est agréable, mais je sais que j'en sortirai pas transcendé, et il y a de très fortes chances qu'une fois que j'ai terminé l'intégrale, d'ici 1 an ou 2, j'ai oublié une partie de ce que j'ai lu, quoi.
À l'inverse, après, Ça t'emmène. si tout ce que tu lis est transcendantal, rien n'est plus transcendantal au final. C'est ça, exactement. C'est, pour qu'il y ait de la transcendance, il faut qu'il y ait une exception qui arrive, en fait, tout simplement. Ouais. Donc il faut de la médiocrité aussi. Mais sans parler C'est de beau. médiocrité, juste quelque chose qui t'emmène dans dans une histoire. Non, ou, mais voilà. moi je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, j'adore, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de... C'est bien, quoi. C'est pas mal. bien. C'est pas mal. Mais ça va pas plus loin que c'est bien. C'est juste l'univers est cool et ça se lit bien, ça se lit vite. C'est-à-dire que je me suis rendu compte l'autre jour, j'en étais au tome 5 et en fait les tomes ils sont minuscules en fait parce que moi je l'ai en intégrale donc je me rends pas forcément compte de la taille des bouquins réels, mais à chaque fois je suis là à me faire putain, je suis déjà au tome 5 alors que j'ai lu 7 chapitres et ça doit faire 350 pages un bouquin. Ouais, c'est ça, c'est vraiment court quoi en fait. Oui, ça se lit vite. Ça se lit vite. Donc voilà, après si nos chers auditeurs ont envie d'écouter The Witcher, n'hésitez pas à le... En livre audio, pourquoi pas. En livre audio, pourquoi pas, non, d'écouter, de lire, même de regarder la série. La série était... La série est sympathique J'ai également. trouvé la série vachement sympathique aussi à voir, franchement. Relativement bien adaptée depuis que j'ai lu les bouquins, je trouve. Donc franchement, ça passe, quoi. Enfin bref. Bon bah écoutez, du coup, ça va être la 4e fois que je vous dis merci. Bah, merci à toi. Je voudrais remercier On ma n'arrive mère. pas à se séparer, c'est incroyable, c'est fou. Bah merci d'avoir participé à ce nouveau petit format. Si ça vous a plu d'y participer, bah peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'on mélangera un petit peu les binômes parce que là pour le moment vous avez été avec des gens que vous connaissez bien. Bon, il y a d'autres gens, vous connaissez pratiquement tout le monde, donc en fait ça vous pose pas plus de problème que ça. Mais j'ai quand même essayé de classer par affinité. Donc voilà, donc peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci à votre participation à tous les deux. Et merci également à vous, chers auditeurs du soir comme du matin, du coup. Bah, merci à toi. Merci Marc. Ben merci également. Je vous laisse mettre pause du coup là, le carré. Yes, allez on coupe. Da